Bonsoir, vous regardez Niwad Soir sur Niwad Info 1. Merci de votre fidélité. Le Sénégal lance un mandat d'arrêt international contre l'avocat français Juan Branco, lui qui est également avocat de l'opposant Ousmane Sonko pour des crimes et délits en lien avec les troubles survenus début juin à Dakar. Mamadou Diouf, bonsoir, vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonsoir, Charlotte. Dites-nous qui est Juan Branco et pourquoi est-il cité dans les troupes survenues début juin à Dakar? En fait, Juan Branco est un avocat français, vous allez dire un avocat tonitruant, puisque ceux qui s'intéressent à la vie politique française ont déjà entendu parler de lui. On a commencé à parler de lui au Sénégal avec le procès qui avait opposé M. Ousmane Sonko à M. Mbaye Mame Mbaye Niang plutôt, dans cette question de diffamation dont on a plusieurs fois parlé ici. Bon, il a attiré l'attention des gens parce que déjà avant qu'ils ne mettent les pieds à Dakar, à travers des tweets, à travers des interventions, il a attaqué de façon frontale le président sénégalais et le pouvoir sénégalais, ce qui s'est traduit par le fait que le jour où il est descendu à l'aéroport pour aller au tribunal participer au procès, il a été remis sur le prochain avion en étant déclaré persona non grata. Quand il est reparti, comme maintenant on ne peut plus empêcher à quelqu'un de dire ce qu'il pense par des tweets, par des déclarations, il n'a pas manqué d'attaquer l'État sénégalais dans tous les sens. Donc voilà ce qui fait que ce monsieur aujourd'hui est très présent, si je peux le dire ainsi, dans l'actualité sénégalaise, surtout que tout le monde sait que dans cette actualité, ces procès contre Ousmane Sonko jouent un rôle important. Et ce mandat d'arrêt contre lui, comment cela est intervenu? En fait, il y a quelques semaines, il a fait une conférence de presse qui a duré plus d'une heure. Une conférence de presse où il faut parler plutôt d'une conférence de révélation. Aussi bien concernant le Sénégal que concernant la France. Ici, concernant le Sénégal, le parquet a décidé d'ouvrir une instruction judiciaire et en même temps, le parquet a décerné un mandat d'arrêt international. On l'accuse de plusieurs choses. En parlant, il a traité le président Macky Sall de tyran. On l'accuse d'avoir fait appel à l'insurrection quand il s'adressait aux gens, etc. Parce que le parquet du Sénégal ne s'est pas contenté de sa conférence de presse. Ils ont fait une sorte de compilation, puisque je disais qu'il s'exprimait sur le Sénégal. Ils ont fait une sorte de compilation de tout ce qu'il a dit sur le Sénégal. Et c'est sur cette base qu'ils ont ouvert l'information judiciaire et ils ont lancé le mandat d'arrêt international. Par rapport à la France, il a fait des révélations. Même au Sénégal, il a fait des révélations parce que dans sa conférence de presse, il disait que telle personne a recruté les nervis, puisqu'on a parlé des nervis ici. Il a donné des précisions sur les nervis. On a rencontré telle personne qui nous a dit tant, je ne vais pas révéler ce qu'il a dit. Il donnait des noms. Il est allé même jusqu'à dire que tel ministre, nous savons où tes enfants sont en vacances, etc. Pour le côté français, ça a été tout aussi grave. Tout le monde sait que les pays qui ont une coopération militaire avec la France, il y a des instructeurs. Il est allé jusqu'à dire qui est cet instructeur français, donner son numéro de téléphone, donner son email, etc. C'est-à-dire vraiment identifier la personne de la façon la plus claire. À cause de cela, d'ailleurs, la France également est en train de vouloir le poursuivre en justice en considérant qu'il a mis en danger la vie de ressortissants français en révélant qui étaient ces Français à côté de l'État sénégalais, parce que lui, il considère qu'ils sont pas seulement des instructeurs, mais ils sont à côté de l'État sénégalais pour mater les populations au moment des manifestations. Bien sûr, il met en danger ces personnes. Et justement, le ministre français des Affaires étrangères a fait une sortie dans la foulée. Et est-ce que le Quai d'Orsay a été un peu lanceur d'alerte? Non, lanceur d'alerte, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que il dérange actuellement aussi bien la France que le Sénégal. Bon, est-ce que les deux se sont dit, attendez, on a le même adversaire, vous le coincez ici, nous le coinçons là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, si la France le poursuit, le Sénégal sera content. Si le Sénégal le poursuit, la France également sera contente, puisque son intervention dans ce contexte actuel où le rejet de la France au Sénégal est une réalité, comme dans beaucoup de pays africains. Mais si vous dites aux Sénégalais que dans la façon dont on organise la sécurité, le maintien de l'ordre, ce sont les Français qui sont derrière, mais ça veut dire qu'indirectement,
ils ont une part de responsabilité au niveau des morts, des blessés, au niveau des manifestations. Je crois que la France a eu une très bonne lecture de la chose pour pouvoir poursuivre ce monsieur qui risque pas seulement de créer des problèmes à ces individus, mais de créer encore plus de problèmes à une France qui actuellement est en train de faire profil bas dans tout ce qui concerne les affaires intérieures dans les pays africains, même anciennement colonisés. Et la question qui se pose beaucoup, c'est où se trouve l'avocat Branco en ce moment? Mais il est chez lui, il est en France, puisque pour le moment, il n'y a pas, y a pas grand-chose. Hein. En France, on ne l'a pas encore attrapé parce que ce n'est pas, c'est quand même un pays de droit. On ne vient pas prendre quelqu'un comme ça et puis mettre en prison. Le mandat d'arrêt international ne risque pas d'aller facilement parce que il aurait été au Sénégal, il aurait été facile de le prendre. Dans un autre pays, quand tu veux qu'on prenne une personne, il y a des règles qui doivent être respectées. Je ne crois pas que dans l'immédiat, il sera pris parce que d'ailleurs, c'est un avocat, il se connaît en matière de procédure. Oui. Donc, ce n'est pas lui qui va se faire prendre au premier coup. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on veut le faire taire, aussi bien du côté français que du côté sénégalais. C'est peut-être là où ça va être compliqué pour lui parce qu'il aura deux... Et est-ce que véritablement il en sait beaucoup? Pardon? Est-ce que véritablement il en sait beaucoup? Mais il en sait beaucoup. Sa conférence de presse de 1h30 pratiquement, quand vous écoutez, mais il a fait un vrai... Enfin, c'est pas lui, parce qu'au Sénégal, on lui a donné les éléments. Il n'était pas... Quand il est atterri, on l'a remis dans l'avion suivant pour retourner en France. Donc, il n'a pas eu le temps lui-même de prendre les informations. Mais pour ceux qui connaissent le Sénégal, pour ceux qui connaissent les personnalités qu'il a citées, pour ceux qui connaissent les informations qu'il a données sur ces personnalités, parce qu'il n'a laissé personne. Il a engagé la responsabilité du président de la République, de son épouse, de son fils, du ministre de l'Intérieur, en donnant des éléments. Leur contact, c'est un tel, c'est avec lui, ils ont fait tel et tel. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut faire taire, entre guillemets, parce que dans le contexte actuel du Sénégal, où on est un peu dans une situation de décrispation, on a plus besoin de gens allant vers l'apaisement qu'autre chose. Mais il dérange le Sénégal aussi parce qu'il a déposé une plainte à la CPI. Mais justement, c'était le 22 juin dernier, il a déposé une plainte contre le président Macky Sall devant la CPI. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un étau se resserre contre lui? Bon, un étau, je ne crois pas. Mais quelque chose de très gênant quand même. Puisque c'est le président de la République. Juan a travaillé déjà avec la CPI, il le répète, d'ailleurs il avait averti plusieurs fois. Il y a même eu de la confusion dedans parce que certains au départ ont pensé que comme c'est lui l'avocat de Sonko, c'est M. Sonko qui lui a demandé de le faire. Ce n'est pas Sonko qui lui a demandé, c'est les familles des victimes qui le lui ont demandé. D'ailleurs même dans la conférence de presse, puisque ce n'est pas toutes les familles des victimes qui le lui ont demandé, il a même demandé aux autres familles des victimes de venir se joindre aux familles qui l'ont contacté pour cela. Maintenant, c'est gênant pour l'État sénégalais. Il faut voir déjà, même avant le dépôt de cette plainte au niveau de la CPI, la ministre des Affaires étrangères a dû sortir, aller dans un certain nombre d'organismes internationaux et autres pour essayer de redorer le blason sénégalais, puisque début juin, ce qui s'est passé, 18, 23 ou 30 morts, parce qu'on n'a toujours pas encore le chiffre officiel, ça a véritablement dérangé aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'à l'extérieur. Bon, pendant qu'on essaye de rétablir les choses pour remettre le Sénégal à sa place, quand on porte plainte contre le président de la République du Sénégal à la CPI en plus, c'est-à-dire pour un crime qui est un crime grave, vous voyez ce que ça fait. Et il a porté plainte également au niveau du parquet de Paris, il ne s'est pas contenté de ça. Dans la conférence de presse même, il insistait en disant aux gens, s'il y a parmi les blessés, parmi les défunts ou parmi les familles des victimes, ceux qui ont une double nationalité, qu'ils le contactent. Parce qu'à ce moment, il peut faire une procédure française sur la base du fait que la victime ou l'ayant droit est un Français. Ça lui donne plus de poids pour saisir la justice française et obliger la justice française à agir parce que celui qui porte plainte, cette fois-ci, n'est plus un Sénégalais, mais c'est également un Français. Et dans ce cas, quels sont ses objectifs? En fait, en tant qu'avocat d'une cause difficile où on ne peut pas séparer la politique du côté juridique, c'est des coups qu'on porte contre l'adversaire. C'est des coups qu'on porte contre l'adversaire. Et c'est clair que quand on suit sa conférence de presse, on sentait cet aspect. Il y avait du juridique dedans où il expliquait pourquoi il a pris tel élément. Bon, au niveau du Sénégal, quand il avait dit ça, certains avaient dit mais c'est de la fanfaronnade, ça n'ira nulle part. Il a essayé d'expliquer ce qu'il fait pour dire qu'effectivement, il peut saisir la CPI en donnant les éléments
qui font que sa saisie est fondée, malgré les dénégations de la ministre des Affaires étrangères, qui est également avocate, le ministre de la Défense, qui est également avocat. Bon, il a répondu pas seulement à l'homme politique, mais il a répondu également d'un point de vue juridique, en considérant qu'il a des éléments qui lui permettent effectivement de pouvoir faire une saisine au niveau de la CPI, qui peut être acceptée parce qu'il a réuni les conditions qu'il faut. Le 3 juillet dernier, le président sénégalais Macky Sall, élu en 2012 pour ce mandat de 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait plus pour un nouveau mandat à la présidentielle, notamment de 2024. Quel a été l'impact de ces aveux du chef de l'État sur la situation fragile au Sénégal? Mais il y a un impact énorme qui se traduit par une sorte de soulagement, mais qui ne résout pas tous les problèmes. Puisqu'on avait deux problèmes. Est-ce que le président Macky Sall sera candidat pour un troisième mandat? C'était un problème qui regroupait les Sénégalais de façon générale. Parce qu'on dit tout le temps Ousmane Sonko et Pastef. Non, les démocrates sénégalais, les journalistes, des intellectuels, des organisations de la société civile, tous se retrouvaient dans ce refus d'un troisième mandat pour le président de la République. Donc le front du refus pour le troisième mandat était plus grand. Vous avez un front également qui veut que Ousmane Sonko soit candidat, où vous avez ses partisans, vous avez d'autres partis politiques avec qui il se trouve, en particulier au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi, d'autres citoyens sénégalais également qui considèrent qu'il doit être candidat, alors que ce problème-là n'a pas été réglé. Et ce problème également peut être source d'instabilité. Il y a un autre problème qui vient aussi, qui est quand même moins grave. C'est le président Macky Sall, la coalition lui a donné carte blanche pour qu'il désigne qui va le remplacer. Mais quand il le désignera, vous verrez des problèmes parce que moi je suis persuadé que quand il aura désigné le candidat de la coalition, une bonne partie de la coalition va voler en éclats, c'est-à-dire la coalition qui était autour du président de la République, parce que d'autres candidats vont sortir. Et dans l'adversité, malheureusement, chacun va essayer d'atteindre l'autre. On risque d'avoir des révélations sur des choses qu'on ne connaît pas pour le moment. L'opposant Ousmane Sonko a appelé hier à un concert de casseroles dans la capitale sénégalaise Dakar. Quel était le but? En fait, c'est l'homme à 100 visages, parce qu'il y a un journal qui a titré, j'avais bien aimé le titre, puisque au départ, on était sûr, on l'investit le 15 juillet, c'est ce que son parti a dit. Ils l'investissent, en même temps, ils font des marches au niveau des marchés, ils vendent des bracelets, c'était plusieurs actions en même temps, et le 15 juillet est en même temps la date anniversaire de son coup. Mais le gouverneur de Dakar, les préfets, c'est-à-dire tous les endroits où ils avaient déposé des demandes d'autorisation, tout a été interdit. Il y a eu d'abord la bataille d'opinion, ils ont dit interdit ou pas, on va le faire. La sortie de Sonko a soulagé les gens parce qu'il a dit on laisse tomber toutes ces manifestations. Mais pour ne pas laisser les choses passer, comme il le dit, pour montrer que cette situation n'est pas normale, mais il a demandé qu'on fasse un concert de casseroles, de klaxons, de pétards, etc. Mais un peu partout au Sénégal, des gens ont répondu à cet appel en termes de concert de casseroles, de pétards. Et finalement, c'est ça qu'ils considéraient comme l'investiture, c'est-à-dire ce qui devait être fait sous la forme d'une cérémonie a été fait à travers ces bruits de casseroles qu'on n'a pas vu de la même façon partout au Sénégal en fonction, bien sûr, des zones d'implantation, de Pastef, surtout le parti de Sonko, puisque c'est eux qui avaient appelé à ce concert de casseroles. Mais comment l'opposant Ousmane Sonko pouvait-il participer à ce meeting d'investiture alors qu'il est en résidence surveillée? Bon, ça, c'est le jeu des politiciens. Le chargé de la communication du parti qui vient d'être arrêté, malheureusement, ça fait la énième personne parmi les responsables du parti qui se retrouve actuellement en prison. Dans toutes ces sorties, dans les sorties des autres responsables, ils avaient dit que Sonko sera présent. Et ils disaient qu'il va être présent physiquement. Bon, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont une autorisation spéciale? Si ce n'est pas une autorisation spéciale, les gens se disaient, attendez, est-ce qu'ils ne prévoient pas d'aller chez Sonko, le faire sortir pour l'amener, pour l'investir, ce qui va créer bien sûr du grabuge, etc. Mais tous ceux qui savent quelle est la situation actuelle de Sonko savaient qu'il ne pouvait pas y aller. Moi, personnellement, je me disais que, bon, au dernier moment, on va dire aux gens, puisqu'il ne peut pas venir, on va utiliser les moyens modernes, on fait du direct. Ou bien peut-être il a enregistré une communication qu'on va faire passer, les gens vont le suivre. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on le fasse sortir parce que quand ces avocats ont du mal à aller chez lui,
je ne vois pas comment lui, il va pouvoir sortir facilement de chez lui. Et la priorité pour M. Sonko, actuellement, c'est de faire par tous les moyens pression sur le pouvoir. Mais tout à fait, la priorité pour lui, c'est la validation de sa candidature. Et il n'a qu'un seul moyen, c'est de faire pression, puisque sur Il le plan... déclare aussi qu'il reste éligible. En fait, puisque pour le moment, le premier jugement est parti en cassation, il y a suffisamment de condamnations avec les 6 mois avec sursis pour qu'il ne soit pas éligible, mais comme on le dit, la procédure juridique n'est pas encore terminée. Donc ce n'est pas encore une condamnation définitive. La condamnation de 2 ans, elle est bizarre, parce que le monsieur est là, on sait où il est, on disait que la condamnation n'avait pas encore été publiée, maintenant elle a été publiée, tout le monde sait que la condamnation a été publiée, en principe, on doit l'attraper. Oui, justement, on se pose la question, qui peut situer M. Sonko sur son sort? Mais qui peut le situer? C'est le parquet, c'est ceux qui l'ont condamné, qui doivent aller l'attraper et le faire prisonnier en principe. Mais ce qui est curieux, c'est que dès qu'ils vont le faire prisonnier, la condamnation également tombe. Il va falloir recommencer le procès. Donc si tu veux l'empêcher d'être candidat, si l'autre condamnation n'est pas encore une condamnation définitive, elle est en cassation, tu l'attrapes, cette condamnation tombe, ça veut dire qu'il n'est plus condamné. On va recommencer le procès, il est encore plus éligible et c'est comme si quelque part l'État sénégalais s'est mis un peu des bâtons également au niveau des roues par rapport à cette affaire de M. Sonko. Et quelles sont les possibilités aujourd'hui? Je me dis que la meilleure possibilité, ce qui a été fait avec Karim Wade et Khalifa Sall, qui sont en voie d'être éligibles si l'Assemblée on a convoqué l'Assemblée aujourd'hui pour aller dans le sens de modifier des éléments dans la Constitution, dans le Code électoral, etc., qui va leur permettre d'être candidats. Mais si on peut le faire pour Khalifa, on peut le faire pour Karim Wade, qui ont été condamnés à des peines plus lourdes que la peine à laquelle Sonko a été condamné, on doit pouvoir le faire pour Sonko et laisser le Sénégal continuer dans la paix. L'appel, le mandat d'arrêt international contre l'avocat Juan Branco, pourra-t-il prendre effet? Va-t-il prendre effet? Bon, ce n'est pas parce qu'on émet un mandat d'arrêt que ça prend effet. Parce que c'est là aussi il faut faire très attention. Plusieurs fois, les gens ont fait des mandats d'arrêt. Le gars est en Europe en train de se promener parce que dans le mandat d'arrêt, dès qu'on sent quelque chose de politique, il ne va pas être appliqué par des pays qui sont à cheval sur le droit. Alors que Juan Branco est en France, c'est un pays qui est quand même à cheval sur le droit. Et puis les autres avocats qui sont au niveau de la défense de Sonko, que ce soit ceux du Sénégal, du Burkina, de Saint-Domingue, parce qu'il y en a plusieurs dont on ne parle pas. Ce n'est pas seulement des avocats sénégalais. Et ce n'est pas lui qui était le seul étranger parmi ces avocats. Ils ont pondu un communiqué costaud pour le soutenir à 100%, en lui disant qu'il ne crée absolument rien. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va se lever pour dire qu'on va attraper Juan Branco. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause et on se retrouve pour la suite de New York Soir.